Bonjour, encore une fois, je m'appelle Fanny Tan, je suis journaliste techno et j'ai l'honneur de vous présenter Madame Alexa Charles qui est à mes côtés. Elle va vous faire une conférence sur les partenariats publics-privés en cybersécurité. Donc, quelques mots sur Alexa. Elle était analyste senior en lutte au blanchiment d'argent et au financement des activités terroristes pour une institution financière durant les 2 dernières années. Elle détient un master en criminologie et elle fait maintenant... durant lequel elle s'est spécialisée en cybersécurité, qui est sa passion, et elle s'installe très, très prochainement à Paris pour y poursuivre sa carrière en cybersécurité. Encore une fois, je pense que vous connaissez la chanson, mais il faut avoir ce petit appareil pour pouvoir écouter la conférence dans vos écouteurs. Les appareils sont sur la table derrière vous. Et sans plus attendre, Alexa, c'est à toi. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien ? Donc, bonjour tout le monde. Moi, je vais vous présenter le résultat de mon travail de recherche que j'ai effectué durant ma maîtrise et pourquoi j'ai choisi ce sujet. En fait, la nécessité de construire des canaux de partage en cybersécurité aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne fait plus débat, mais pourtant, on rencontre encore beaucoup d'obstacles et d'enjeux et de défis à résoudre. Et moi, ma recherche, elle s'appuie sur le contexte canadien, donc un exemple dans le contexte canadien, et plus spécifiquement entre les institutions financières et les forces de l'ordre. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? D'abord, de façon plus générale, je vais parler de pourquoi c'est important finalement de collaborer en cybersécurité. Puis, on va rentrer dans le vif du sujet, où là, je vais vraiment présenter les projets que j'ai pu analyser, qui va nous amener à discuter de la valeur économique du partage d'informations. Qu'en est-il des dynamiques actuelles au Canada ? Ensuite, je vais présenter un élément essentiel quand on parle de collaboration, et c'est le cadre légal. Puis, je finirai avec des recommandations pratiques, notamment la création d'unités hybrides. Donc, sans plus tarder, commençons. Donc, saviez-vous que le secteur financier faisait partie des 3 secteurs les plus touchés par des brèches de données en 2022 ? Donc, on est bien placé pour le savoir, les cybercrimes continuent d'augmenter en nombre, en sophistication. Et pour gérer cette menace, le rapport de Ponemon nous dit que 39% des cyberincidents pourraient être évités grâce au partage d'informations. Mais alors, pourquoi est-ce si important de collaborer ? Il y a évidemment plusieurs raisons à ça. D'abord, les institutions financières, c'est des infrastructures critiques. Les infrastructures critiques, ça va être toutes les infrastructures qui sont essentielles au bon fonctionnement de notre société. Donc, vous allez avoir le secteur de l'énergie, des transports, des télécommunications. Ces infrastructures critiques-là, elles sont détenues à 80% par le secteur privé au Canada. Pourtant, ce sont les gouvernements qui restent responsables de la définition et de la gestion des politiques. Donc, ça fait en sorte que la protection de ces infrastructures, ça devient nécessairement une responsabilité partagée entre le secteur public et le secteur privé. La mise en commun des compétences. Le secteur privé, il ne dispose pas des droits nécessaires à la collecte des renseignements et des capacités pour protéger son réseau et son infrastructure, chose dont le gouvernement dispose. En revanche, de l'autre côté, les corps policiers ne disposent pas d'une expertise bancaire spécifique des cybermenaces qui affectent le secteur financier. Aussi, évidemment, la structure même du cyberespace, donc la structure décentralisée des réseaux, leur régulation non hiérarchique, ça fait du cyberespace un environnement de multi-parties prenantes, donc il n'existe pas qu'une seule entité qui contrôle et qui gère le processus. Donc tout ça, en fait, ça emmène à envisager la cybersécurité comme un bien public, donc comme un problème qui nécessite une action collective. Donc c'est un peu dans ce contexte que les partenariats publics-privés, c'est devenu des stratégies de sécurité nationale pour la protection des infrastructures critiques. Et qu'est-ce qu'on entend par partenariat public-privé ? Donc, le rapport de l'ENISA nous dit que c'est une relation qui est organisée entre les organisations publiques et privées, qui établit des objectifs communs, utilise des rôles définis et une méthodologie de travail pour atteindre des buts communs. Pourtant, il n'existe pas à l'heure actuelle de consensus dans la littérature sur la manière dont on pourrait gérer et administrer ces partenariats-là. Certains disent que ça ne fonctionne pas, pourtant ça n'a jamais vraiment été évalué en fait, de façon concrète. Et aussi, on rencontre beaucoup d'obstacles législatifs, culturels et corporatifs qui peuvent s'interposer dans la collaboration. Donc c'est un peu avec tout ça que j'ai débuté mon travail de recherche
Et l'objectif, c'est vraiment de mieux comprendre en fait, les bénéfices du partage d'informations et pourquoi en fait, le partage à l'heure actuelle ne se fait pas de façon optimale pour pouvoir établir en fait, des recommandations adaptées. Et donc pour ça, j'ai évalué 2 projets tactiques de collaboration qui se sont déroulés donc, entre les institutions financières et un corps policier. Donc pour des raisons de confidentialité, je ne nommerai ni le nom de l'institution financière dans laquelle j'étais, ni le nom du corps policier. Et les projets que j'ai analysés, je les ai nommés projets A et B. Et donc évaluer ces 2 projets-là, ça m'a permis d'obtenir en fait, des données concrètes sur la valeur économique du partage. Et ça, c'est un objectif qui est particulièrement intéressant parce qu'à ce jour, il n'existait pas de données chiffrées sur la valeur en fait, de ce genre de partenariat-là. Et j'ai aussi pu effectuer des interviews auprès de membres de la sécurité privée de l'institution financière pour pouvoir obtenir leur perception, mieux comprendre leur réalité et ainsi avoir des recommandations plus adaptées. Donc concrètement, les projets. En 2016, il y a un des corps policiers du Québec qui a lancé le projet d'enquête A, qui visait le démantèlement d'une cellule criminelle qui produisait de fausses pièces d'identité gouvernementales pour effectuer des transactions frauduleuses auprès de différents organismes gouvernementaux et différentes institutions bancaires au Canada. Et le projet B, donc ça c'était le projet A, et le projet B en fait c'est un complément du projet A, puisque en effectuant les perquisitions des documents contrefaits, le corps policier il s'est rendu compte que les documents contrefaits avaient aussi été utilisés pour des données volées. Donc c'est un projet qui se concentre principalement sur le vol d'identité. Et donc ce que le corps policier a fait, c'est qu'il a rentré donc, toutes les données des documents saisis dans un fichier Excel pour les partager ensuite aux institutions financières. Et de leur côté, les institutions financières ont identifié leurs clients dans cette base de données-là pour informer les policiers sur d'éventuelles fraudes en fait, qui avaient été détectées chez ces clients. Et ça, c'est des projets qui ont été d'ailleurs des réels succès, puisque ça a permis l'arrestation d'une douzaine d'individus. Donc on parle de fraude qui s'élevait à plusieurs millions de dollars et de 425 000 biens criminels qui ont été saisis. Et donc moi, j'ai eu accès à cette base de données-là. Et donc, j'ai trié les données pour garder uniquement les données qui concernaient l'institution financière en fait, dans laquelle j'étais. Et donc, ça représente au total 210 dossiers que j'ai analysés. Sur les 210 dossiers, on a identifié 25 fraudes, donc ça correspond à 12% de dossiers frauduleux. Et comme vous pouvez le voir sur la frise, les points marrons, c'est les fraudes en fait, qui ont été détectées. Donc, on voit qu'elles ont été commises entre mars 2013 et mars 2017. Mais bon, la très très grande majorité, c'était vraiment au courant de l'année 2016. Et les informations, elles ont été reçues donc, en 2 temps. Donc une première fois en février 2017 pour le projet A et en mars 2017 pour le projet B. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, les fraudes, elles avaient en très grande majorité déjà été détectées avant de recevoir l'information du corps policier. Et en moyenne, elles ont été détectées 9 mois avant. Ensuite, le tableau que vous voyez, je fais bien la distinction entre les fraudes totales des pertes réelles. Donc les fraudes totales, ça va être le montant que l'institution financière a réellement perdu. Non, pardon, excusez-moi. Les fraudes totales, c'est le montant total de la fraude, donc le montant que le fraudeur a tenté de réaliser. Et donc, il s'élève en moyenne à 14 000 $ environ, pour un total de 351 000 $. Et en ayant détecté ces fraudes, l'institution financière a pu prendre des mesures de mitigation qui ont visé à réduire le montant de la fraude, et donc ça va être les pertes réelles. Et donc en moyenne, elle s'élève à 3 400 $ pour un total de 87 000 $ environ. Et ça montre que l'institution financière a été en mesure de récupérer 75% du montant des fraudes dans les projets A et B, donc ce qui est quand même assez conséquent. Avec ces données aussi, on a pu calculer les pertes financières qui ont été potentiellement sauvées grâce au partage d'informations, justement. Et comme je l'ai dit au départ, le corps policier il a partagé un fichier Excel qui contenait des milliers et des milliers d'identités qui avaient été volées. Et donc lorsque les identités contenaient, quand on avait le nom, le prénom et la date de naissance de disponibles,
eh ben, la banque, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a rentré ces identités-là dans les systèmes internes de la banque pour prévenir d'éventuelles fraudes futures. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est si par exemple un individu se présente dans le futur pour ouvrir un compte à la banque, et ben son identité, donc avec une identité volée, son identité sera déjà dans les systèmes et donc à ce moment-là, on pourra prendre des mesures en conséquence. Et donc au total, on parle de 1771 identités fraudées qui ont pu être intégrées dans les systèmes internes de la banque. Et si on reprend notre 12% de dossiers frauduleux du départ, et donc on considère que 12% de ces 1771 identités-là vont commettre une fraude et qu'on multiplie ça par la moyenne des pertes, on obtient 743 129 $ qui a été potentiellement sauvé dans les projets A et B. Donc les résultats de ces projets-là, ça démontre plusieurs choses. D'abord, ça montre que les systèmes internes de la banque sont efficaces puisque, comme on l'a vu, les fraudes avaient en grande majorité déjà été détectées avant de recevoir les informations du corps policier. Donc finalement, on se rend compte que le partage d'informations pour l'institution financière, il n'a pas vraiment servi à détecter des nouvelles fraudes, mais plutôt à prendre des actions de prévention. Et ça, c'est particulièrement intéressant quand on sait que la prévention, ça fait partie des éléments essentiels quand on parle de gestion des cybercrimes. Donc ensuite, la deuxième partie de ma recherche, c'est que je suis allée interviewer donc, les membres de la sécurité privée de l'institution financière. Et quand je les ai interrogés sur les dynamiques actuelles de partage d'informations avec les corps policiers, plusieurs conclusions donc, sont ressorties. Donc en fait, à l'heure actuelle, le partage, il s'opère de manière informelle et situationnelle parce qu'il n'existe pas de plateforme sécurisée de partage d'informations. Donc en fait, les individus vont plus développer des relations interpersonnelles et c'est ça qui va leur permettre de s'échanger des renseignements. Et donc, l'aspect de la confiance est hyper présent ici parce que, évidemment, on va partager des renseignements avec des individus en qui on a confiance. Et cet aspect informel du partage, ça fait aussi en sorte que, de façon générale, le partage va se faire de manière situationnelle et non de manière continue. Donc, les projets A et B, c'est des bons exemples puisque ils ont été créés en fait, pour répondre à un événement spécifique. Le manque de réciprocité, c'est aussi quelque chose qui est ressorti où les participants de ma recherche ont affirmé que les corps policiers en fait, semblaient vouloir obtenir de l'information, mais sans pour autant en donner en retour. Ces résultats-là, c'est consistant avec ce qu'on peut retrouver dans la littérature actuelle où en fait, le partage il doit se faire rapidement, mais les moyens mis en place à l'heure actuelle ne permettent pas cette rapidité. Et on voit vraiment que le développement et l'entretien d'un réseau de contacts, en fait, ça devient une activité à part entière. L'aspect de la confiance aussi est très intéressant parce qu'il permet de distinguer deux types de confiance. Donc, vous allez avoir la confiance personnelle, comme je l'ai dit, donc basée sur les relations qu'on va développer, et la confiance que je dirais plus imposée, donc basée sur la gouvernance plutôt que sur l'individu. Donc, concrètement, ça veut dire que si j'ai un cadre de gouvernance qui est strict, je ne peux qu'avoir confiance. Donc ça, c'est intéressant parce que ça suppose en fait que la confiance personnelle, elle ne peut pas forcément garantir le même niveau d'intégrité. Aussi, je voulais rapidement dire un mot sur le cadre théorique que j'avais mobilisé dans ma recherche parce qu'il s'applique bien avec les résultats que j'ai pu obtenir, et c'est la théorie des biens communs. La théorie des biens communs, ce qu'elle nous dit, c'est que pour être capable de s'auto-organiser, il est nécessaire d'établir une gouvernance effective et redevable à la communauté. Donc ça signifie que des informations qui ne sont pas partagées dans les deux sens peuvent briser le lien de confiance et donc l'efficacité du partage en même temps. Donc ça suppose que pour être capable d'établir une gouvernance effective et redevable à la communauté, il faut nécessairement qu'il y ait une réciprocité. En fait. Ensuite, je vais vous parler d'un autre thème particulièrement intéressant qui est la culture et les objectifs. Évidemment, la culture organisationnelle et les objectifs entre le secteur public et le secteur privé ne sont pas les mêmes. Et ces différences, en fait, au niveau des objectifs, ça a un impact sur la qualité de l'échange de renseignements et sur la confiance entre les individus. D'ailleurs, les participants que j'ai interrogés qui avaient de l'expérience au sein de corps policiers ont mentionné que ce n'était pas dans la mentalité en fait, des policiers de partager de l'information. Et donc, cette dichotomie, ça a un impact, évidemment, puisque bâtir des objectifs communs, ça fait partie des conditions essentielles à la réussite d'un partenariat public-privé.
Et donc, quand j'ai demandé aux participants, selon eux, qu'est-ce qui pourrait être fait pour résoudre ces problématiques-là de différence de culture, selon eux, établir un cadre de gouvernance strict, ça permettrait de résoudre justement ces problématiques. Pourtant, c'est quand même important de mentionner qu'il y a certaines études qui montrent qu'une culture organisationnelle, ça ne se modifie pas uniquement en instaurant un cadre de gouvernance. C'est un processus qui est long, qui est complexe à mettre en place. Donc, ça nécessite nécessairement un changement au niveau plus élevé, un niveau plus élevé en fait au sein de l'organisation et du secteur, basé sur les exigences légales et politiques. Et ça nécessite aussi évidemment de la formation et de l'éducation auprès des membres de la sécurité privée et des membres des corps policiers. Maintenant, je vais vous parler de ce qui est probablement le plus gros défi à résoudre quand on parle de bâtir des partenariats publics-privés efficaces. Et ce plus gros défi-là, c'est l'aspect légal. À l'heure actuelle, au Canada, les lois qui régissent le partage ne sont pas assez claires et n'ont pas été adaptées au contexte des cybercrimes. Pour vous donner un exemple concret, au Canada, chaque instance et chaque association, elles ont des façons différentes de rédiger leurs lois. Et donc ça fait en sorte que les individus, finalement, ils se retrouvent dans des situations où ils ne savent plus vraiment qu'est-ce qu'ils peuvent partager et qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas partager. Ça a aussi pour conséquence que les lois vont être bien souvent interprétées de façon subjective ou alors que les individus vont simplement choisir de ne pas partager par crainte justement de l'impact réglementaire. Et donc, quand j'ai demandé aussi aux participants, selon eux, quelle serait la meilleure solution, d'abord, il faudrait qu'il y ait évidemment une clarification au niveau du type d'information qui peut être partagée, dans quelle situation, pour quel type de cas, et aussi le rôle de chacun des acteurs. En fait, il est nécessaire que les lois puissent prendre en compte la nature fluide et dynamique des cybermenaces, justement. Et selon eux, la solution idéale, en fait, ce serait d'établir un corps indépendant avec une gouvernance qu'on pourrait qualifier de bipartite, donc c'est-à-dire autant au niveau public que privé. Et ça va m'amener à parler du cadre de réseau de sécurité qui a été développé par Dupont, puisque donc, on sait qu'un nouveau cadre de gouvernance est nécessaire pour prendre en compte justement la nature dynamique des cybermenaces. Et ce cadre-là, il est particulièrement intéressant parce qu'il permet d'interpréter les relations complexes de responsabilité en matière des réseaux de sécurité. Donc, parce que c'est une approche en fait, qui reconnaît la pluralité des acteurs au sein des réseaux de sécurité. Donc on va plus voir en fait, on va plus se concentrer sur les réseaux plutôt que sur la gouvernance. Et les réseaux, donc ça va inclure des nœuds et des liens. Les nœuds, ça va représenter les individus, les organisations, les groupes. Et les liens, ça va représenter ce qui connecte les nœuds et donc les relations. Et en fait, la pluralité des acteurs dans l'écosystème de la cybersécurité, ça fait en sorte qu'il est difficile d'établir la responsabilité de chaque acteur au sein d'un partenariat, justement parce que les systèmes de gouvernance actuels ne prennent pas en compte cette pluralité. Donc l'idée, en fait, avec ce cadre de réseau-là, ce serait d'établir une gouvernance qu'on pourrait qualifier de polycentrique. Et l'idée derrière cette gouvernance, c'est que chaque groupe qui fait face à un problème collectif peut résoudre la situation par lui-même. Donc on va plutôt se baser sur une approche bottom-up. Et bottom-up, c'est lorsque c'est l'industrie qui va reconnaître un besoin pour créer le partenariat. Et ça va permettre en fait, d'être capable de gérer la complexité des cybermenaces. Et donc, dans une approche comme celle-ci, le gouvernement, il agit non pas seulement comme un régulateur, mais aussi comme une ressource au même titre que les autres acteurs de la cybersécurité. Donc, on va vraiment se concentrer sur les réseaux, la manière dont les réseaux émergent, les relations se forment, la manière dont les cultures organisationnelles permettent et vont limiter ces arrangements-là. Et donc, on se concentre beaucoup plus sur les procédures, les processus, et le flot d'informations entre les différentes institutions et les fonctions, plutôt que sur les institutions mêmes, en fait. Et ce cadre donc de réseau de sécurité-là, il devrait être soutenu par ce qu'on pourrait qualifier d'unité hybride. Je suis désolée, il y a eu un petit bug sur ma slide. Les unités hybrides, ça c'est lorsque j'ai demandé en fait aux participants que j'ai interrogés ce qui serait la solution idéale, ils m'ont parlé justement d'unités hybrides et on décrit les unités hybrides comme des unités d'enquête où des experts du secteur privé et des experts du secteur public travaillent physiquement ensemble. En fait.
Et le schéma que vous voyez, c'est un schéma simplifié de ce que les participants ont proposé. Et donc, on aurait, comme je l'ai dit, donc la gouvernance bipartite qui dirigerait ces unités hybrides d'enquête-là, qui ferait, elle, le lien, s'assurer de faire le lien avec les institutions financières et les corps policiers. Et donc, les institutions financières et les corps policiers, eux, feraient en fait du prêt de ressources aux unités hybrides et à la gouvernance plus haut. Ce genre d'unité-là, c'est pas quelque chose qui est nouveau, ça a déjà fait ses preuves ailleurs dans le monde. Je pense notamment au NCFTA aux États-Unis ou Fintel Alliance en Australie, qui sont internationalement reconnus comme des exemples de bonnes pratiques. Et pourquoi ? Parce que le résultat de ces partenariats-là, ça démontre de leur réussite, parce que travailler physiquement ensemble, ça permet de favoriser la confiance déjà, parce qu'on développe des relations avec les gens. Ça permet aussi de centraliser l'information, d'avoir un partage d'informations qui se fait en temps réel ou quasi réel, et d'établir des objectifs communs. Et aussi, évidemment, assurer un traitement à 360 degrés sur qui peut être fait pour minimiser l'impact sur les citoyens, les pertes financières et en fait mieux protéger le pays dans son ensemble contre les cybermenaces. Donc finalement, avant de résumer un peu tout ce qui a été dit, je voulais juste dire un petit mot sur les limites de ma recherche. Effectivement, la taille de mon échantillon, donc que ce soit au niveau des projets que j'ai pu analyser que des gens que j'ai pu interviewer, ça ne permet pas de généraliser au plus grand nombre, mais comme je l'ai dit, il n'existait pas en fait de données chiffrées sur la valeur du partage et c'est hyper important de continuer de quantifier ce genre d'initiatives et de partenariats-là, parce que si on ne les quantifie pas, on n'est pas capable de connaître les impacts, on n'est pas capable de connaître les bénéfices. Donc si par exemple moi je veux prêter une ressource au sein d'un partenariat, mais que je ne sais pas qu'est-ce que cette ressource économiquement va me rapporter, peut-être que ma décision sera plus difficile à prendre, disons. Aussi, je n'ai pas pu interroger les membres du secteur public sur leur perception, mais ce serait évidemment quelque chose d'essentiel à avoir pour avoir les réalités de chacun et établir des recommandations qui seraient plus adaptées. Donc, pour résumer, effectivement, j'ai pris un exemple dans le contexte canadien. Mais je voulais rappeler que le partage d'informations, évidemment, c'est quelque chose qui est essentiel quand on parle de protection des infrastructures critiques et de cybersécurité pour les nations. On sait que le plus gros défi à l'heure actuelle, c'est l'aspect légal. J'ai parlé des lois au Canada, mais évidemment, en fait, l'essentiel, c'est que les lois, elles puissent prendre en compte la nature fluide et dynamique que nous imposent les cybercrimes. Et c'est pour ça qu'on parle de création d'un nouveau cadre de gouvernance qui puisse justement inclure toutes les parties prenantes qui forment en fait l'écosystème de la cybersécurité. Et je finirai par dire que le partage d'informations, il y a des pays qui sont plus en avance que d'autres par rapport à ça. Et donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant de pouvoir s'inspirer d'autres initiatives qui fonctionnent ailleurs dans le monde, qui ont démontré leur réussite. Et en tant que Française, je pourrais parler de la création récente du campus cyber, qui est un excellent exemple de ce que j'ai illustré, puisqu'il regroupe sur le même site physique tous les acteurs en fait, de la cybersécurité. Merci beaucoup. Et si vous avez des commentaires ou des questions, ça me ferait plaisir d'échanger. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée.